Vous êtes sur TV5 Monde et c'est la rentrée de kiosque. On est tous ravis de vous retrouver pour cette 24e saison au cœur de l'actualité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir kiosque quand vous voulez sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Nous sommes vendredi. Voici le sommaire. L'Union européenne saura-t-elle faire face à ces deux grands défis, gestion migratoire et Brexit? Aucune décision n'était attendue du sommet informel de Salzbourg, dont le but était de ne pas rompre le dialogue sur les sujets qui fâchent. Comment l'Europe va-t-elle se sortir de cette séquence infernale? Emmanuel Macron est-il en train de perdre la main? Après un été compliqué, la rentrée politique est chahutée pour le président français. Est-ce une mauvaise passe ou le début de la fin pour ce quinquennat à nul autre pareil? Les Français aiment-ils toujours plus détester leur président? La Suisse, nid d'espions, Berne en a marre des agents secrets russes et le fait savoir. L'espionnage est pourtant un secret de polichinelle dont Moscou n'a pas l'apanage. La Suisse, avec ses nombreuses instances mondiales, ONU, OMC, OMS, etc., est-elle un aimant à barbouze? Et qu'en est-il du cyberespionnage? Pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Slimane Zeguidour, éditorialiste chez nous, à TV5 Monde. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs, fidèles à 64 minutes, Le Monde en français. Géraldine Mühlmann, professeure en sciences politiques et philosophie à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, diplômée de l'école de journalisme de la New York University. Je signale votre essai du journalisme en démocratie aux éditions Linksin. Soyez la bienvenue. Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de publication du site d'information atlantico.fr. Enfin, Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques, essayiste et aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Darius Rochebin, journaliste à la télévision suisse RTS depuis Genève. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour nous livrer votre analyse de cette semaine d'actualité. Et tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette décision qui est tombée ce vendredi matin d'Emmanuel Macron. Le président français va donner la Légion d'honneur à une vingtaine de harkis. Ce sont ces Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre. Cette reconnaissance sera-t-elle suffisante? On demande réparation. Réparation, elle commence par la réparation morale et maintenant on demande réparation matérielle dans la mesure des moyens des pays. On ne demande pas la Lune. Slimane, votre réaction à cette décision? Je rappelle que vous avez écrit récemment un livre sur votre enfance pendant la guerre d'Algérie, sort La route t'attend aux éditions des Arènes. Emmanuel Macron fait-il un pas de plus vers un travail de mémoire? Est-ce que vous comprenez cette réaction qu'on vient d'entendre de Harki? Oui, en fait, cette décision est la énième étape, et pas la dernière, d'un long processus qui a commencé au lendemain de la guerre d'Algérie. C'est un processus de réconciliation nationale, car la guerre civile la guerre d'Algérie a été une guerre entre Algériens et Français, mais elle a été aussi une double guerre civile entre Français et une guerre civile entre Algériens. Et juste après l'indépendance, il y a eu un processus de réconciliation à l'intérieur de la société française initié par l'État. Il y a eu 6 lois d'amnistie et plusieurs décisions dans celle-ci. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Emmanuel Macron accélère le rythme sur ce travail de mémoire? Il accélère parce qu'il arrive à un moment où il se rend compte qu'il y a à peu près entre 7 et 10 millions de personnes, de Français, qui sont à divers titres concernés par le conflit algérien. Donc il y a des Français qui sont descendants d'activistes de l'OAS, descendants de soldats du contingent qui se sont battus là-bas, descendants de Pieds Noirs, descendants de harkis et descendants d'Algériens qui ont soutenu le FLN. Il faut donc un narratif national pour réconcilier tous ces Français qui vivent ensemble, travaillent ensemble, se marient ensemble. Et est-ce que l'Algérie fait ce travail de mémoire aussi? Non, l'Algérie n'a pas encore admis que la guerre d'Algérie est aussi une guerre civile entre Algériens et qu'il faut donc faire une réconciliation nationale entre Algériens que le FLN a considéré comme des partis déviants, comme par exemple le mouvement nationaliste algérien qui a été combattu par le FLN. Non, l'Algérie n'a pas encore admis le principe d'une guerre civile à l'intérieur de la société algérienne. Pour revenir en France, côté français, avec cette décision d'Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça devient possible de repenser cette période qui est toujours assez douloureuse, des deux côtés d'ailleurs? Je pense qu'Emmanuel Macron a un avantage, c'est son âge de ce point de vue-là. Tous les présidents qui l'ont précédé étaient plus ou moins jeunes, mais à l'époque de la guerre d'Algérie, pour eux, ce n'était pas quelque chose qui appartenait à l'histoire. Pour Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire. Il a la distance de l'âge suffisante pour en parler. Maintenant, il y a beaucoup de gens, effectivement, pour qui c'est un souvenir encore extrêmement cruel. Et il faut bien voir qu'en ce qui concerne singulièrement les harkis, pendant très longtemps, notamment dans les années 60, 70, même 80, les harkis étaient les seuls qui en parlaient en France, c'était l'extrême droite.
parce que d'anciens militaires considéraient qu'on avait abandonné des hommes qui avaient combattu pour la France, parce qu'un certain nombre de ces militaires considéraient qu'on les avait maltraités, y compris quand ils étaient revenus en France, qu'on a mis dans des camps qui ressemblaient beaucoup quand même à des camps d'internement, alors que c'était des gens qui étaient battus pour la France. Donc il y a eu pendant très longtemps cette part de marché, je dirais, pour l'extrême droite, et d'ailleurs aussi les pieds noirs pour une partie. Donc il y a un travail à faire très long et très compliqué sur ce sujet. Géraldine, c'est le bon moment de faire ce travail très long et très compliqué, de l'amorcer, de l'accélérer? C'est bien en tout cas de ne pas laisser à l'extrême droite la question des harkis qui ont de fait été maltraités. Donc ça c'est toujours une bonne chose quand ça rentre dans une histoire nationale plus largement. Je pense aussi que la leçon c'est que l'amnistie qui a été déclarée pour les crimes en Algérie, on voit bien que ce n'est pas la meilleure manière de gérer une mémoire collective. Alors je ne sais pas si les épurations sont toujours les meilleures manières, elles non plus. Mais enfin, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites concernant l'Algérie qui n'ont pas aidé ni à la mémoire, ni à la réconciliation, qui parfois passent d'abord par l'expression des vrais conflits. C'est pas en mettant une chape de plomb qu'on règle la question. Il me semble que sur ce sujet, Emmanuel Macron est depuis longtemps assez sensible. Il l'a montré, pas toujours en ayant les bons mots. D'ailleurs, vous vous souvenez quand il a parlé de crimes contre l'humanité. Pendant sa campagne. Beaucoup comprenaient ce qu'il voulait dire, mais le mot a pu choquer. Après, il a parlé de crimes contre l'humain. Après, il a dit « je vous ai compris » à beaucoup de pieds noirs lors d'un meeting à Toulon, ce qui n'était pas exactement la phrase, celle de Gaulle, qu'on attendait. Enfin, il a parfois eu un petit peu de mal. Mais cela dit, il est sensible à ce sujet. Je pense que c'est important. D'accord avec ça? Sensible à ce sujet, Emmanuel Macron? Après, aucune décision politique n'est parfaitement pure. Et c'est vrai que ça intervient quelques jours après le pardon demandé auprès de Madame Audin, la veuve de Maurice Audin. Donc on a l'impression que c'est une espèce aussi de raisonnement part de marché quand même, parce que la France s'est incontestablement comportée de manière parfaitement indigne avec les harkis, et je ne suis pas certain que 6 légions d'honneur soient suffisantes pour réparer ça. Et Emmanuel Macron n'est quand même pas le premier, ça paraît même assez léger par rapport à d'autres discours qui ont pu être tenus par ses prédécesseurs, qui n'étaient pas si vieux que ça. Je ne crois pas que François Hollande ou Nicolas Sarkozy se soient sentis à titre personnel très concernés par la guerre d'Algérie. C'était un sujet dont il s'était emparé. Nicolas Sarkozy, alors après, dans un pur calcul politique aussi, il avait fait peu de temps avant l'élection de 2012, à Rivesaltes, justement, là où il y avait eu... Donc pour vous, c'est du calcul. Mais je ne sais pas quelle est la part de calcul et quelle est la part. Force est de constater que ça intervient dans un moment où il y a eu les deux. Il y a eu Maurice Audin et il y a eu ça. Et je pense que là, précisément, Emmanuel Macron a la chance de son âge et qu'il faut peut-être se poser la question. C'est très important de gérer les mémoires et d'apaiser les plaies du passé, parce qu'il y a incontestablement encore des gens qui sont en vie et qui sont concernés par ça, ou des descendants qui sont meurtris par ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais ça a aussi un impact sur la société française actuelle. Alors j'allais y venir, parce que régler le passé... Parce que c'est ça, justement. Qu'est-ce qu'on attend des Algériens ça peut déstabiliser qui vivent en la France. société française aussi. Et là, je trouve que le faux équilibre trouvé entre Maurice Audin et les Légions d'honneur, c'est pas très encourageant si on raisonne non pas sur le passé, mais sur les équilibres dont on a besoin de construire. Alors, Simone, je vous laisse réagir. Il ne s'agit pas d'un vrai ou faux équilibre, comme je l'ai dit. Je pense qu'il y a une préoccupation dans l'État, c'est qu'il y a des descendants de tous les protagonistes du conflit algérien. Comment donner une version à toutes ces composantes, à tous ces héritiers de toutes ces mémoires plus ou moins incompatibles, comment leur donner un récit qui reconnaisse les vécus, les souffrances de chacun des protagonistes pour faire couler tous ces vécus dans un récit accepté par tout le monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça ne change pas le fait que ça s'inscrit dans un contexte qui est différent et ça entre en résonance avec des problématiques qui ne sont plus celles-là, même si elles existent toujours, encore une fois, pour les gens concernés. Mais pour le reste de la société française, ça paraît effectivement, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est jeune, il y a aussi le reste de la société française qui n'est pas forcément connu la guerre d'Algérie. Et justement, il y a des nouveaux équilibres à trouver sur le rapport avec l'Algérie, sur ce qu'on attend des Algériens installés en France. Et encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit le bon équilibre. Majoritairement des citoyens français aujourd'hui, donc je ne dis pas l'inverse, mais tout comme le sont les harkis. Je vous laisse conclure. Je crois qu'il y a une grande différence dans les mémoires en France entre les descendants. C'est que pour une partie des Français qui ont combattu en Algérie, ils n'en ont pas parlé dans leur famille. Alors que je crois que dans les familles algériennes, il y a ce récit, beaucoup plus, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. En France, toute une génération d'hommes qui avaient combattu en Algérie sont rentrés défaits, vaincus, et n'en ont pas parlé dans les familles. Certains en ont parlé à leurs petits-enfants, mais pas à leurs enfants. Il y a eu une occultation côté français de ce que des jeunes Français ont été amenés à faire en Algérie,
en tant que militaire. Et je crois que du côté des Français d'origine algérienne, la mémoire est extrêmement différente. Et on aura l'occasion d'y revenir peut-être bientôt dans 15, peut-être la semaine prochaine, puisque c'est mardi, la journée nationale d'hommage aux harkis. On verra si ça augure de nouvelles annonces aussi. On en vient maintenant, c'est notre sommaire, au sommet européen informel de ce jeudi. La question migratoire divise toujours et le Brexit reste dans l'impasse. À 6 mois et demi de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tous les scénarios sont-ils encore envisageables ? Il n'y aura pas de second référendum parce que les Britanniques se sont déjà prononcés. Nous partirons le 20 mars 2019. S'il n'y a aucun consensus sur un accord acceptable par le Royaume-Uni, alors préparons-nous à ne pas trouver d'accord. Mais je pense que nous pouvons arriver à un bon accord. Bon, le scénario du no deal, aucun accord n'est pas exclu. Est-ce que vous y croyez, Géraldine ? Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir d'accord avec le Royaume-Uni ? Il faudra, si vraiment c'est le désaccord jusqu'au bout, une porte de sortie. C'est pour ça que je ne pense pas que Theresa May puisse dire en même temps il n'y aura pas d'accord et il n'y aura pas de référendum. C'est-à-dire que la question du référendum, elle se pose aussi politiquement. S'il y a un accord problématique, c'est ça la politique, hein. C'est pas qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il y a un accord, c'est qu'on est dans une situation un peu d'impasse avec un accord qui n'est pas satisfaisant, qui n'arrive pas à signer, etc. Le référendum peut être une voie de sortie. Donc aujourd'hui, elle dit qu'il n'en est pas question. Elle n'est pas sans savoir que pas mal de gens le demandent, d'ailleurs parfois pour des raisons différentes. Quelqu'un comme Tony Blair, depuis longtemps, milite pour un second référendum parce que lui, il espère que les Anglais, voyant l'accord en question sur lequel ils devraient se prononcer, diront ah non, c'est pas possible, et reviendront sur le Brexit. Et puis, il y a pas mal de gens pro-Brexit qui sont pour le référendum parce qu'ils pensent que ce sera confirmé et largement confirmé. Je rebondis sur ce que vous dites, puisque vous êtes philosophe, politologue. Il y a eu un vote. Le refaire, est-ce que ça n'est pas un problème démocratique aussi ? À l'inverse, je suis d'accord sur le point que vous notez, mais à l'inverse, c'est un vote où il y a eu une participation qui n'était pas très grande. Par exemple, vous pourrez considérer que sur des sujets aussi énormes, il faut prendre en compte le niveau d'abstention qui était fort. Je pense aussi qu'on peut considérer qu'il y a des votes de principe, comme celui-là, qu'il ne s'agit pas d'annuler, puis ensuite il peut y avoir un vote sur les modalités. La démocratie est donc très faible. Je pense que la modalité, c'est ça que vous nous je dites ? pense que c'est le présent, la démocratie souvent, et que la volonté du peuple, ça se passe au présent, et que le présent peut ne pas être le même d'ici un an qu'en 2016. Tout le monde est d'accord avec ça ? Il y a quand même des élections en Angleterre depuis le Brexit. Il y a quand même une majorité parlementaire. C'est pas comme s'il y avait eu un vote sur le Brexit et puis qu'ensuite plus rien ne s'était produit. Donc il y a aussi un rapport de force politique qui est très complexe pour des raisons qui n'ont pas à voir que avec le Brexit, mais aussi pour des histoires, notamment au sein du Parti conservateur, de concurrence entre les uns et les autres. Donc je pense qu'on ne peut pas juste répondre qu'un référendum permettrait de toute façon de régler la question. Mais j'ai pas dit, non, mais j'ai pas dit que c'était ce que vous aviez dit, mais ceux qui défendent l'hypothèse d'un référendum. Je pense que la question de la construction européenne n'a jamais été une passion populaire chez les Européens. Donc, ce qui éclate dans ce sommet, c'est tous les non-dits et toutes les divergences et les décalages qu'on n'a jamais voulu regarder de face. Par exemple, l'affaissement de la popularité d'Angela Merkel a privé la France du partenaire indispensable pour lester l'Europe et la recentrer sur elle-même. Et la montée en puissance concomitante des ex-pays ex-soviétiques, qui eux ont une autre culture politique. Les pays de Visegrad, comment on les appelle ? Les pays de Visegrad où il y a un ultranationalisme, une xénophobie totalement décomplexée et affichée, un refus d'assumer les directives de l'Europe s'agissant de la répartition des migrants. Tout cela fait qu'on voit vraiment une cassure entre les pays européens qui sont pour une Europe continentale centrée sur elle-même et des pays comme les ex-pays de l'Est qui, eux, ont une vision euro-atlantiste et pro-américaine. Est-ce que ça s'est senti mercredi et jeudi dans ce sommet informel de Salzbourg, ce que dit Slimane ?
Non, parce que pour l'instant, et en façade, les 27 offrent, contrairement aux questions migratoires, là, ils offrent un visage assez soudé. Effectivement, certains responsables européens ont fait des déclarations sur les deuxièmes référendums possibles, etc., mais c'est extrêmement marginal. Pour l'instant, tout le monde a l'air assez soudé, et je me souviens qu'au moment du référendum, ou juste après, un certain nombre de gens disaient « oui, mais les Allemands sont plus enclins à faire des concessions aux Britanniques que les Français, etc. » Là, pour l'instant, Merkel et Macron tiennent le front ensemble, même si il y a un style de chacun. Macron a dit c'est inacceptable, etc. Et Merkel a dit on finira par trouver quelque chose. Mais en tout cas, sur le fond des différents dossiers, la circulation des biens, des services, la circulation des hommes, l'Irlande du Nord, qui sont les dossiers principaux qui sont dans le dossier du Brexit, moi je vois pas beaucoup de différence. Vous étiez en désaccord, je crois, Jean-Sébastien. Oui, parce que je pense que c'est plus complexe que ça et qu'il y a incontestablement des gens qui sont tentés par une négociation directe avec le Royaume-Uni dans le cas où il y aurait un Brexit sans deal avec l'Europe. C'est autre chose. Et vous parlez, oui, mais à commencer par l'Allemagne. Oui, mais c'est pas parce que là, dans le sommet actuel, personne ne dit rien ou que Viktor Orban s'est contenté de faire un baise-main à Madame May et de ne rien dire pendant le dîner. Pour autant, je pense qu'il y a une vision qui est extrêmement différente. Et il y a aussi les États-Unis qui jouent leur rôle en proposant un accord commercial. La question, c'est quel mandat est donné à Barnier, qui est le négociateur européen. Et pour l'instant, le mandat, il est ferme. Sauf que vous disiez recentrer l'Europe sur elle-même. Encore faudrait-il que l'Europe sache ce qu'elle est elle-même. Il se trouve, ironie de l'histoire, que le sommet en question, il tombe 30 ans après le discours qu'avait prononcé Margaret Thatcher à Bruges, et dans laquelle elle avait dit, il est quand même très paradoxal, au moment où l'URSS est en train de s'effondrer, de voir l'Europe s'enfermer dans un processus fédéraliste tellement bureaucratique qu'il arrivera au même étouffement des peuples. Et là, on voit bien de toute façon que, indépendamment de ce qu'en pensent les gens qui sont là sur la photo, dans les peuples européens, il y a une aspiration à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une aspiration à ce que l'Europe n'existe plus, il y a une aspiration à une autre Europe. Et moi, je pense que l'attitude de l'Europe, et notamment l'attitude de la France, elle est profondément dommageable, parce qu'on ferait mieux d'essayer de trouver un équilibre entre Berlin et Londres, parce que la démocratie libérale, à ma connaissance, ça n'est pas un produit de la philosophie politique allemande, et ça n'est pas un produit de la philosophie politique française, c'est un produit de la philosophie politique anglo-saxonne. On perd énormément en perdant le Royaume-Uni, on aurait pu se concentrer sur autre chose, sur des enjeux de défense, sur éventuellement des enjeux de puissance. On s'est enfermé dans une vision économique, donc je pense que vous serez le premier à reconnaître qu'elle ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut céder sur la reconstruire l'Europe, mais pas en disant juste recentrons-nous sur ce qu'elle est là, parce que ça ne marche pas. Je ne vais pas parler de centrale. Il faut céder sur laquelle des libertés, des 4 libertés qui sont attachées au marché unique. Les biens, les capitaux, les services, les populations. Il faut céder sur quoi, Madame Merkel? Madame Merkel veut faire ce que les Anglais appellent du cherry picking. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Madame May, pardon, veut faire du cherry picking. Est-ce qu'il faut céder sur quelque chose? Non, je suis d'accord. Très bien. Parce que ça veut dire qu'on va... Vous imaginez une situation où on a des accords avec la Norvège, avec l'Islande, avec le Maroc, la Turquie, l'Union européenne a des accords avec tous ses voisins, et le Royaume-Uni lui dira vous, on va vous traiter comme si vous étiez une vulgaire république au milieu du Pacifique. Ce sont les Britanniques qui le demandent. Absurde. Ce sont les Britanniques qui le demandent. Alors, vous dites-nous les perdants. Ils demandent à être traités dans l'idéal pour eux, de leur point de vue à eux. Je vous dis pas que c'est l'accord que nous on devrait accepter. Ils demandent à être traités comme la Norvège ou comme l'Islande. Alors attendez, non. Dites-nous les perdants. S'il vous plaît. Dites-nous les perdants comme si nous les avions congédiés. Mais c'est eux qui prétendent et qui se flattent de devoir partir et quitter l'Union européenne. Dans la manière dont on engage la négociation, y compris sur le point irlandais, l'inflexibilité européenne sur le fait de vouloir une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Pardon, on pourrait négocier, de toute façon c'est un fait, le Brexit, ils l'ont voté. On pourrait avoir une posture de négociation qui soit plutôt de l'ordre de donner envie aux Européens, plutôt que de dire on va être très méchant avec les Anglais pour faire passer l'envie à tous les autres d'essayer de faire la même chose. Parce que ça, je pense que politiquement, ça ne marche pas. Oui. Bon, la seule chose que j'ai vraiment en commun là, avec tout ce qui s'est exprimé, c'est le regret que les Anglais partent, au sens où je pense que les peuples ont voté et qu'on ne peut pas non plus... dire comme ça qu'ils ont tort, ça n'a pas de sens, d'autant plus que l'histoire nous le dira, et je suis très pessimiste concernant l'Europe. Il n'est pas à exclure que l'Europe explose dans quelques années, et à ce moment-là, on se dira peut-être que les Anglais ont anticipé un processus et qu'il y avait une étrange sagesse. Donc je serais loin de leur jeter la pierre, même s'il y a d'horribles zozos qui ont utilisé le nationalisme anglais, tout ce qu'on veut. Bon. Mais ce que je regrette du point de vue des Européens cette fois, c'est qu'effectivement, je me sens plus à l'aise, très franchement, avec les Anglais comme inventeurs de l'état de droit et des libertés individuelles qu'avec la Hongrie, la Pologne, où franchement le rapport et à l'état de droit et à la démocratie, historiquement, c'est quand même extrêmement récent, et à peine sont-ils dedans qu'on voit que... Et à la laïcité, et que l'autoritarisme revient de cette manière. Mais maintenant, ça nous amène quand même à un autre problème, qui est le rapport que nous allons avoir, nous, à ces pays-là.
Et ça, je pense que c'est le plus gros enjeu des prochaines années. On peut continuer à parler du Brexit si vous voulez. Franchement, j'en sais rien. Sur les négociations où elles vont aller, je ne lis pas dans les boules de cristal. Mais par contre, pour ce qui est du rapport avec la Hongrie, la Pologne, etc., ce qui m'inquiète, c'est le décalage considérable entre des propos durs. Emmanuel Macron, hier soir, a eu des propos très durs en disant s'il n'y a pas de solidarité sur la question migratoire, dehors de Schengen, etc. Donc on y va, et la réalité de ce que l'on peut faire. Là c'est une impasse beaucoup plus grave entre les mots et les réalités. On va rebondir là-dessus tout de suite. Je vous propose de regarder cette séquence qui nous vient en fait d'une réunion préparatoire à ce sommet. Ça n'était pas pendant le sommet. Échange très vif entre les ministres de l'Intérieur luxembourgeois Jean Asselborn et italien Matteo Salvini. J'entends certains de mes collègues dire que l'Europe a besoin de migrants parce que sa population vieillit. Mais j'ai une perspective complètement différente. Je pense être au gouvernement, payé par mes concitoyens, pour aider nos jeunes à recommencer à faire des enfants, comme ils l'ont fait il y a quelques années, et non pour extirper le meilleur de la jeunesse africaine, pour remplacer les Européens qui n'ont plus d'enfants pour des raisons économiques. Ce sont deux visions du monde complètement différentes. Peut-être qu'au Luxembourg, il y a ce besoin. En Italie, nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants, et pas à avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus. Nous sommes disposés à discuter avec tout le monde. Je réponds calmement à votre point de vue qui est différent du mien. Si au Luxembourg vous avez besoin d'une nouvelle immigration, moi je préfère garder l'Italie pour les Italiens et recommencer à faire des enfants. Ayez la courtoisie de me laisser terminer. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Au Luxembourg, on avait des dizaines de milliers d'Italiens qui sont venus comme migrants, qui ont travaillé à Luxembourg, pour que vous, en Italie, vous avez de l'argent pour payer pour vos enfants. Merde alors. Ça vous fait rire? Ah non, moi pas du tout. Alors vous, c'est effrayant. Non mais c'est tragique. Alors on va passer tour de revue. On va passer en revue vos réactions les uns aux autres. Vous rigoliez. Non mais je rigole parce que la réponse luxembourgeoise, elle est tragique. Enfin, la manière dont il l'exprime, sur le fond, ça peut être défendable, mais la manière dont c'est exprimé est tragique. Il y a une opposition tragique entre des gens qui prétendent ou qui espèrent incarner le cercle de la raison face à des gens qui sont des populistes. Et pour le coup, moi je rejoins ce que disait Géraldine Mühlmann tout à l'heure, je trouve ça profondément inquiétant ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, et l'Italie en fait aussi partie. Je pense aussi qu'on se trompe totalement dans la manière dont on leur fait face, c'est-à-dire qu'on leur reproche leur vision sur la migration, on leur reproche la manière dont ils envisagent leur nation ou le fait d'être plus de culture chrétienne ou non, et on ne s'alarme pas assez sur ce qui est vraiment dommageable et qui sont les atteintes à l'état de droit. Parce que si dans le cadre d'un état de droit où la justice est libre, où les médias sont libres, où les élections sont libres, il y a des majorités de population qui décident qu'ils ne veulent pas de migrants chez eux, je suis désolé, ça s'appelle la démocratie. Donc après on peut décider qu'on préfère d'imposer une espèce d'ordre dont je ne saurais pas comment le qualifier contre la vie des peuples. Moi je pense qu'il faut absolument défendre les institutions et le mépris dont fait montre le Premier ministre luxembourgeois en répondant à Matteo Salvini, que par ailleurs je trouve indéfendable ce qu'il a dit sur les Roms en disant on va épurer le pays rue par rue. Je n'ai vraiment aucune sympathie vraiment pour ce genre de personnage-là. En revanche, le mépris en lui disant heureusement que vos parents on les a accueillis comme femmes de ménage, c'est tragique d'un point de vue politique, c'est totalement contre-productif. Pas précisé femme de ménage, je le reprécise. Non, mais enfin, c'est pas loin de ce qu'il lui a dit. Je reprécise. Yann. Ce que dit Matteo Salvini, c'est la conséquence, en grande partie, du fait que l'Union européenne a laissé tomber les Italiens dans l'accueil des demandeurs d'asile qui passaient par la Libye ou par d'autres pays d'Afrique du Nord. Là, le résultat de cette lâcheté-là, c'est l'arrivée au pouvoir de Salvini, parce qu'effectivement, les Italiens ont eu le sentiment qu'ils avaient à endurer, parce leur territoire était en bordure de l'Union européenne, ils avaient à accueillir tous les migrants qui passaient par la Méditerranée. Et au bout d'un moment, devant la lâcheté des autres Européens, devant le refus de partager cet accueil, et le refus qui est incarné notamment par les pays d'Europe centrale et orientale, mais pas seulement, on a eu Salvini, et maintenant il faut gérer Salvini, et on arrive à ce genre d'échange. Cela dit, moi je suis un peu inquiet quand on commence à parler de questions d'identité, parce que l'identité,
On ne sait jamais où ça commence et on ne sait jamais où ça s'arrête. C'est quoi l'identité des peuples? Je suis très inquiet. Ça n'est absolument pas quelque chose de figé et de fixe. Pour le coup, l'état de droit, c'est quelque chose de figé. C'est peut-être le moyen de répondre à votre question. Non, pas du tout. Quand même, sur cette séquence qui est assez marquante. Géraldine, vous, comme vous disiez... on en est arrivé à des séquences où, en fait, on n'a plus rien à se dire en Europe, entre soi. Je veux dire, il n'y a plus de rapport entre ce fasciste, parce que j'en ai marre aussi des mots, nationaliste, populiste. Il se dit lui-même post-fasciste, Salvini. Ça veut dire fasciste après, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il suffit d'analyser de près son parcours pour voir que la figure de Benito Mussolini a compté pour lui. On en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport, si vous voulez, politique profond dans les fondements de l'Union européenne. C'était contre tout cela, contre le fascisme. On n'a plus rien à se dire de commun profondément. On peut évidemment débattre des heures, ici, si vous voulez, pour savoir si on doit s'énerver contre Orban, Salvini, la Pologne, parce qu'ils n'accueillent pas de migrants et n'ont pas de solidarité, ou bien parce qu'ils n'ont pas d'état de droit. Et là, je parle évidemment surtout de la Pologne et de la Hongrie. Est-ce que c'est là-dessus qu'on se parle le moins bien, si vous voulez ? Dans tous les cas, moi je veux bien qu'on ait ce débat. Personnellement, je trouve quand même que la question de la solidarité face aux migrants est une vraie question, parce que c'est pas une solution, les envoyer à la mer. Oui, c'est une solution pour personne. La démocratie est une vraie question. Non, mais très aussi. bien. Mais si la démocratie va envoyer tout le monde à la mer, à un moment, la démocratie va voir que c'est pas possible. Donc, de toute façon... Mais par ailleurs, la vraie question, c'est que nous n'avons pas les moyens, désormais, de remettre de l'ordre dans l'Europe. C'est-à-dire de dire ce que Emmanuel Macron a dit hier, que s'il n'y a plus de solidarité, certains pays devront sortir de Schengen, devront peut-être ne plus toucher les fonds structurels, etc. C'est pas vrai, parce que toutes les institutions qui permettraient aujourd'hui, que ce soit sur la question de l'immigration, que ce soit sur la question de l'état de droit, de faire sortir un pays de l'Union européenne, ne marche pas. L'article 7 ne marche pas. Il faut une majorité qualifiée. Ils sont trop nombreux aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui 22 pays sûrs sur 27 pour mettre tous ces gens qui nous dérangent pour des raisons différentes dehors. Je vous laisserai conclure en précisant une chose, puisque le point de départ de cette seconde séquence, c'est le dossier migratoire. Vous rentrez d'Algérie, où était Angela Merkel cette semaine. L'Algérie qui organise ce qu'ils appellent des rapatriements des migrants subsahariens vers le sud, loin des côtes, tout comme le Maroc en ce moment. Comment est perçue cette question là-bas aussi? On va conclure côté rive sud de la Méditerranée. Oui, et avant Angela Merkel, qui est allée discuter du rapatriement, entre guillemets, des Algériens clandestins qui sont en Allemagne, ce que Alger a accepté, Matteo Salvini était déjà au Maghreb, et lui qui a l'air dans ce discours de se préoccuper de la jeunesse africaine en disant que l'Europe ne va pas ponctionner le meilleur de la jeunesse africaine pour en faire des esclaves en Europe, eh bien il avait proposé 1 milliard d'euros à chacun des pays maghrébins pour garder chez eux ces mêmes migrants. C'est l'externalisation de cette politique migratoire en fait. Oui, pour les garder chez eux. Et en même temps, il y a dans son argumentaire qui a l'air de tomber sous le sens, quand il dit par exemple qu'on va encourager de jeunes Italiens à faire des enfants. Ça, c'est un vieux slogan des populistes qui remonte à l'après-guerre. Mais en fait, même si demain toute la jeunesse italienne se mettait à faire des enfants, eh bien, ça ne comblera pas le déficit démographique italien où le taux de natalité n'arrive même pas à combler, à remplacer, à maintenir le niveau de la population au point à son stade ordinaire. Ça, c'est encore un autre débat. On va essayer de s'arrêter là parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Un petit coup d'œil à l'agenda européen quand même. Est-ce qu'il y aura une entente lors du prochain sommet le mois prochain? Des fois que ça ne marchera pas, il y en a un autre extraordinaire qui serait prévu en novembre, prudence et mers de sûreté. Et puis, on parlait du Brexit tout à l'heure. Le Brexit, on rappelle la date, 29 mars. Donc ça nous laisse le temps d'en reparler. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Slimane Zeguidour de TV5 Monde, Géraldine Mühlmann, professeure de sciences politiques et de philosophie à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico.fr et Yann Mince d'Alternatives économiques. En France, maintenant, on va parler de la France. Après un été compliqué, la rentrée politique est chahutée pour le président français. À commencer par l'affaire Benalla, le retour. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron, son épine dans le pied, était entendu mercredi par la commission d'enquête du Sénat. Il est venu pour éviter des poursuites judiciaires, a prêté serment de dire toute la vérité aux sénateurs qui souhaitaient l'entendre pour clarifier son rôle dans le dispositif élyséen jusqu'à ce qu'il soit remercié. L'ancien conseiller du président Macron met un point d'honneur à être précis. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Ni policier, dit-il,
est pourtant armé. J'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Une arme détenue à titre personnel donc, comme tant d'autres lancent-ils, mais une arme portée à 3 reprises lors des déplacements officiels et privés du président, reconnaît-il aussi. 2 heures d'audition qui confirment un homme soucieux de son image. Je ne suis pas un voyou. Ironique à l'occasion. Si les policiers d'élite du GSPR et les gendarmes d'élite qui appartiennent au GIGN et qui sont détachés pour emploi au GSPR me craignent ou me craignaient, je suis assez inquiet pour la sécurité du président de la République. Mais qui n'apaise pas les élus. C'est un gros malin. Et il nous a pris pour des bonnets. Pour rappel, l'affaire Benalla avait été déclenchée par une vidéo amateur montrant l'intéressé aux côtés de la police, brutalisant plusieurs individus le 1er mai dernier. Pas d'affaire, mais une tempête dans un verre d'eau, avait alors estimé Emmanuel Macron, qui traversait pourtant la première crise de son mandat. Convaincu par Alexandre Benalla ? Sur quoi? Sur le fond, sur la forme? Qui vous a convaincu comme Français qui regardait l'audition? Je pense que si on pose la question aux Français dans la rue, plus personne n'est vraiment capable de dire quelle est la vérité qu'on cherche à faire émerger. C'est-à-dire toute l'erreur de communication du gouvernement, de s'obstiner dans cette espèce de bras de fer avec le Sénat. Il ferait mieux de jouer profil bas. Je pense que les Français sont un peu saturés, même si les auditions ont fait beaucoup d'audience. Mais on ne sait même plus quelle vérité on cherche. Donc Alexandre Benalla était convaincant sur la forme, mais il n'a pas... L'extrait était assez révélateur. Vous dites qu'il est très précis, sauf qu'il dit qu'il n'a pas été le garde du corps, alors que si, on sait parfaitement qu'il a eu, je ne vous dis pas qu'il a été garde du corps, mais qu'il a eu des missions opérationnelles de sécurité. Il n'y a aucune conséquence juridique à ça. En revanche, ça a l'air de profondément gérer l'Élysée. Mais je ne comprends pas pourquoi l'Élysée continue à faire ses rodomontades, pourquoi Emmanuel Macron a appelé le président du Sénat pour le morigéner, pourquoi Benjamin Griveaux vient entamer un bras de fer, pourquoi Madame Belloubet soutient... Est-ce que cette audition, finalement, en fait, ne nous indique, n'est pas peut-être plus intéressante à analyser sous l'angle du rapport d'Emmanuel Macron avec l'État, avec l'exercice de l'État? Le rapport d'Emmanuel Macron c'est ce que vous en retenez avec le Parlement, c'est accablant. C'est clair qu'il considère que le Parlement n'a pas du tout à se mêler de ce qu'il fait. Il ne pense être redevable que devant le peuple français directement, et le Parlement, il le méprise copieusement. Et il le méprise copieusement, ça se voit dans la façon dont il traite le Parlement dans l'initiative parlementaire, et ça se voit dans le fait que dès que le Parlement se mêle de son autre fonction qui est le contrôle, effectivement, le président de la République appelle le président du Sénat pour lui dire ça oui, ça non. Où est-ce qu'elle est la séparation des pouvoirs dans cette histoire? Géraldine? C'est surtout que... moi, je continue de penser qu'il aurait pu dégonfler cette baudruche extrêmement vite, en reconnaissant simplement qu'il a fait confiance à quelqu'un, qu'il a eu tort de le faire. S'il s'était adressé aux Français en disant ça allait, puisqu'il a... C'est important pour lui de passer pour quelqu'un de très fort. Il peut dire que ça arrive même au meilleur, n'est-ce pas, de mal placer sa confiance. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'il s'est enferré dans cette position où il a eu raison, on n'a qu'à le chercher lui, etc. Et du coup, quiconque va chercher, puisqu'après tout, c'est exactement ce que fait cette commission d'enquête, en réalité, a des mauvaises intentions. Il suffisait... En plus, il y a une contradiction. Ils ont passé leur temps dans la majorité à dire que c'était une dérive personnelle et non pas une affaire d'État. Moi, je suis prête à le croire. Mais si c'est une dérive personnelle, alors il faut dire « je me suis trompée sur ce personnage, il m'a trahi, et voilà ». Mais ils ne le font pas non plus. Donc il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas absolument d'accord sur l'idée d'une dérive personnelle. Parce que c'est la communication. Ils n'ont toujours pas dit exactement quelles étaient les fonctions de ce monsieur à l'Élysée. Et le problème, c'est ça. C'est est-ce qu'on avait là-dedans quelqu'un qui avait des fonctions qui ne relevaient pas d'un rôle clair, notamment par rapport au service de police. Slimane. Je pense qu'il y a une réalité sociologique totalement inédite dans l'histoire française et qui éclaire un peu l'ampleur qu'a pris cette histoire. C'est que Emmanuel Macron est peut-être le premier président élu en France qui ne soit pas l'homme d'un parti, c'est-à-dire qui n'ait pas été porté par un parti politique, comme l'était François Hollande par le Parti socialiste. Et donc, dès lors que ces actes ne sont pas enserrés dans l'appareil d'un parti politique, eh bien, c'est sa personne qui est mise en avant. Donc, c'est son profil, son visage, sa voix, son style, son allure, sa manière de marcher, ce qu'il dit, les gens qu'il choisit, sa garde rapprochée, qui se trouvent surexposés. Et donc, tous les gestes seront surinterprétés et surdimensionnés. Et on va en voir un autre exemple. La séquence a suscité beaucoup de commentaires et des critiques. Le président face à un horticulteur au chômage de 25 ans.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais. J'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Je donne mon CV, il me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Réaction. C'est terrible quand même. Ce niveau-là de responsabilité, d'avoir un discours tellement... Café du commerce. Café du commerce, ouais. Parce que... Bien sûr, on peut toujours dire à un chômeur essaye de te débrouiller, change de filière et tout. D'abord, on peut le dire sur un autre ton. Et puis, quand on est le chef de l'État, on comprend bien que c'est problématique quand on a des diplômes, une formation dans un domaine, d'aller systématiquement dans un autre. Il ne peut pas considérer que ça aille de soi comme ça. Il n'est plus à l'écoute ou il n'est pas. Non, mais il n'a jamais été. Oui, il n'a jamais été. Je pense que surtout, il ne s'est jamais trouvé dans cette situation-là. Non, jamais. Je ne comprends pas ça. Non, c'est un très bon élève, sorti des meilleures écoles, qui a fait un cursus, pas tout à fait celui qu'il voulait, mais quand même un très beau cursus. Voilà, c'est l'incarnation, ce que j'appelle les brahmanes de la République. C'est des gens qui n'ont pas eu de problème dans leur vie quotidienne. Mais c'est exactement ça. C'est pas le président des riches. Pire que ça, pour lui, c'est le président des papas. Ce que j'appelle moi les papas, ceux qui n'ont pas de problème, pas d'inquiétude pour l'avenir. Il ne peut pas comprendre ce que c'est émotionnellement que... pour le coup, d'avoir soit des problèmes, soit des inquiétudes pour l'avenir, soit les deux. Parce que sur le fond, il pourrait défendre en disant « mais vous êtes jeune, je comprends que ce soit difficile de changer de filière ». Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Le ton est ravageur dans la manière dont il s'adresse à lui. Mais en plus de ça, comme président de la République, il n'est pas sans savoir qu'il y a, alors les estimations divergent, mais entre 150 000 et 350 000 emplois non pourvus en France, qui correspondent de toute façon à un taux de chômage frictionnel. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça existe dans toute économie. Le taux est 4 fois supérieur aux États-Unis. Mais il y a quand même plus de 6 millions de chômeurs en France, 3 millions de chômeurs à temps plein, pas loin de 3 500 000. Donc quand bien même Emmanuel Macron il traverserait toutes les rues de France où se trouve du travail, il resterait toujours plus de 6 millions de chômeurs en France. Donc comment peut-il dire ça alors que précisément ce qui le coupe des Français, c'est déjà son arrogance. Est-ce qu'on sent plus l'impatience des Français dans cette séquence ou l'impatience d'Emmanuel Macron de voir qu'il voudrait peut-être que ça aille plus vite? Je ne sais pas. Slimane ? Je reviens à cette image. C'est que ce qui est symptomatique, c'est qu'il s'adresse à un banlieusard et je trouve significatif qu'il cite comme quartier, comme endroit où on peut trouver du travail, Montparnasse, c'est-à-dire le cœur de la capitale, et en même temps le métier de restaurateur ou de serveur ou de plongeur dans un restaurant. Je trouve ça assez... Mais surtout, il n'a pas l'air une seconde de se poser la question avec les salaires proposés, parce que c'est quand même une vraie question. Il pourrait dire, je suis conscient qu'il y a des problèmes de rémunération dans ces milieux-là, parce que le milieu de la restauration, ça peut être des métiers évidemment parfaitement respectables, mais on sait très bien que les horaires de travail, la législation du travail ne sont pas forcément respectés, que le niveau de rémunération ne permet pas de se loger boulevard du Montparnasse. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler quoi sur des horaires décalés, qu'ils vont faire 2 heures de RER, mais ça, il ne le prend absolument pas en compte. Il pourrait lui dire, vous savez, je suis conscient de ça, et nous faisons des efforts pour changer les choses. Mais non, il fait juste poser la responsabilité sur le jeune chômeur en question. Le jeune chômeur, visiblement, ça va bien pour lui. Il aurait peut-être des offres d'emploi, nous dit-on. En revanche, pour Emmanuel Macron, on va s'interroger si pour Emmanuel Macron, ça va aller aussi, puisque les tuiles s'enchaînent. Démission de 2 ministres populaires, Nicolas Hulot et Laura Flessel. Un ministre de l'Intérieur qui annonçait mardi cette semaine qu'il va quitter le gouvernement pour se présenter en 2020 pour la 4e fois à la mairie de Lyon. Le même Gérard Collomb qui s'épanche dans les médias sur le manque d'humilité de l'exécutif. La députée macroniste Frédérique Dumas passe à l'UDI. Je vous ai fait un petit résumé. En gros, est-ce que Emmanuel Macron perd la main en ce moment ? Le signe qu'on perd la main en politique, c'est souvent que les questions de personnes, qui sont toujours importantes en politique, mais prennent complètement le dessus sur les questions de politique et de fond. Or, il y avait quand même 2 annonces très importantes cette semaine qui ont été noyées. Donc, c'est bien le signe qui perd la main, puisque vous ne les avez même pas mentionnées. J'allais y venir, et c'est pas du tout contre eux. Ça va nous permettre et notamment, c'était très important pour la fameuse jambe gauche dont on parle de Macron. Il y avait les annonces la santé, le plan pauvreté. Et voilà. Et puis,
puis, on peut rajouter les déclarations de ministre de l'Éducation, qui évidemment sont très ambiguës, puisque la suppression de 1800 postes, en vérité 2600 postes dans le secondaire, hein, avec des recrutements dans le primaire, là, pour le coup, je ne suis pas sûre que la jambe gauche soit tout à fait d'accord. Mais il y avait quand même des engagements sur la pauvreté et sur l'hôpital et sur la médecine et sur le maillage santé de notre territoire qui étaient très importantes. Et je suis convaincue que l'exécutif comptait sur cette semaine politiquement. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je suis sûre que c'est passé à la trappe dans l'opinion publique. C'est passé à la trappe. On va conclure là-dessus. Est-ce que vous allez répondre les trois assez rapidement, mais est-ce qu'il perd la main? Vous pensez qu'il perd la main? Est-ce que vous êtes du même avis que Géraldine? Je pense qu'on arrive au bout du en même temps. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il a beaucoup satisfait sur sa droite et il n'arrive pas à satisfaire sur sa gauche. Il ne donne pas... On verra ce que donne le plan pauvreté, le plan hôpital, mais il ne donne pas de gage de l'autre côté. On arrive au bout du en même temps. Slimane, rapidement. Moi, je ne crois pas qu'il perd la main parce qu'un président de la Ve République dispose de pouvoirs puissants, divers, variés, et il est loin d'avoir perdu la main. Mais, comme je disais tout à l'heure, l'hyper-personnalisation du pouvoir fait que parfois la personne estompe la fonction du président. Rapidement. Il n'y a pas d'élection immédiatement où les Européennes n'auront pas d'impact sur sa capacité à agir en France et il n'y a pas d'opposition convaincante. Donc de ce point de vue-là, on pourrait soutenir qu'il ne perd pas totalement la main. Ce n'est pas forcément très rassurant d'un point de vue démocratique, puisque dans le même temps, il y a quand même un vrai délitement du pouvoir macroniste, et à commencer par sa majorité, parce que c'est ça qui est en train de se produire. Ce n'est pas juste ce qui se passe dans le regard des Français, parce qu'il n'y a pas d'élection immédiatement. C'est ce qui est en train de se passer au sein de la République En Marche. Et on voit que la greffe n'a pas du tout pris. Et la majorité absolue, au sein de la République En Marche, où en tout cas les gens qui se préoccupent de comment on fait voter des lois à l'Assemblée nationale, ils commencent à se dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent 40 voix. Et là, il y a déjà plus ou moins une trentaine de personnes qui commencent à se dire qu'ils pourraient créer un nouveau groupe à côté. Et ça, pour le coup, ça serait une fin de mandat qui serait particulièrement difficile. De très près et avec beaucoup d'intérêt à Kiosque. Mais je vous propose qu'on avance puisque maintenant on va parler d'espionnage. Pour ce faire, on accueille depuis Genève nos grandes oreilles helvétiques, Rochemin, Darius Rochemin. Vous êtes journaliste à la RTS, la télévision suisse. Vous êtes le présentateur du 19h30, le journal du soir, repris partout dans le monde entier sur nos antennes. Bonjour Darius, merci d'être avec nous depuis Genève, depuis la Suisse, car la Suisse, on va en parler avec vous, ne tolère plus l'escalade des activités d'espionnage de Russie sur son territoire. Le chef de la diplomatie helvétique, Ignacio Cassis, en a parlé publiquement, pas très secret. Sans doute l'affaire de trop. Vendredi dernier, on apprenait par voie de presse que 2 espions russes présumés avaient été interpellés aux Pays-Bas il y a quelques mois, soupçonnés d'avoir tenté de pirater le système informatique du laboratoire suisse Spies. Spies n'est autre que l'institut chargé d'analyser les échantillons de poison de l'affaire Skripal, mais aussi est impliqué dans l'enquête sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie. 2 lourds dossiers pour les Russes. Samedi, nouvelle révélation, les 2 suspects auraient également tenté de cyberattaquer l'Agence mondiale antidopage de Lausanne. Dans les faits, un quart du personnel diplomatique russe aurait des activités d'espionnage en Suisse. Trop, c'est trop. La Suisse ne peut pas tolérer, évidemment, qu'il y ait des actions de espionnage sur son territoire masquées dans les membres du corps diplomatique. Et c'est pour cette raison que nous avons pris contact avec les autorités de la Russie. Pas question pour autant de coup d'éclat pour le moment. La Suisse préfère mener un dialogue critique mais ouvert. 3 diplomates russes se seraient néanmoins vu leur accréditation refusée ces dernières semaines. Les activités d'espionnage de pays partenaires sont un secret de polichinelle et les Russes n'en ont pas l'apanage. Parmi les grosses affaires révélées, la Turquie qui aurait envisagé l'enlèvement d'un opposant en exil, la NSA aussi, l'Agence nationale de la sécurité américaine, qui a déployé ses grandes oreilles de surveillance dans ses locaux de l'ONU à Genève. Cette activité d'espionnage, il n'y a pas que les Russes qui la pratiquent, il y a aussi d'autres pays. Les États-Unis, la Chine sont aussi très actifs. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre au niveau national. Il faut le prendre en compte de manière globale. La Russie a réagi parlant d'accusations sans fondement et d'insinuations anti-russes dans les médias suisses. On part tout de suite à Genève avec Darius. Darius, la Suisse, ni d'espions ?
Oui, vous savez, c'est une très très vieille histoire. L'épisode le plus fascinant, il date de la guerre, c'était le fameux réseau RADO. Le NKVD soviétique avait une taupe allemande ici à Genève et grâce à ça, il télégraphiait en secret chaque jour pendant la bataille de Stalingrad en 42-43. Et Staline lui-même a reconnu qu'ils avaient joué un rôle décisif parce que chaque jour, ils envoyaient les positions allemandes pendant la bataille de Stalingrad. Aujourd'hui, l'enjeu est quand même beaucoup moins fort, mais enfin, il y a un enjeu extraordinaire, il y a l'espionnage économique, on le mentionnait dans le reportage, il y a des intérêts très importants, tout ce qui est lutte antidopage, ça a beaucoup compté pour Moscou ces derniers temps, le laboratoire de Spitz, et puis il y a le Palais des Nations à Genève, ça c'est vraiment une mine, moi je vois ça, j'y travaille souvent pour faire des interviews, vous avez des salons comme ça à la file où défilent les chefs d'État, les chefs de gouvernement toute l'année, et vous imaginez l'investissement utile que représente simplement un micro dans un de ces salons. Et on a d'ailleurs trouvé des micro-espions dans ces salons, on les a débusqués, mais tout le monde sait bien que ça continue. Alors, le service de renseignement suisse livre un rapport au printemps qui indiquait que la Suisse elle-même est visée par de l'espionnage. Et ça, c'est un peu plus nouveau, non, Darius ? C'est nouveau et c'est pas nouveau. En réalité, l'esprit du temps a changé. Il y a une sensibilité à ça qui est beaucoup plus grande. Mais c'est déjà aussi de la vieille histoire. Moins ancienne, mais c'est de la vieille histoire. J'avais interviewé ici Edward Snowden, l'homme qui a révélé les écoutes massives de la CIA. Et il vous raconte comment les États-Unis travaillent ici presque sans entrave. On parlait des Russes, il y a aussi les Américains. C'est-à-dire dans les plus hauts étages des ambassades, comment ils ont un dispositif d'écoute extrêmement puissant. Comment ils travaillent ici dans des services qui sont beaucoup sous influence américaine. Je peux vous raconter une anecdote. François Hollande est venu ici en visite en 2015. Il a dormi à la résidence de France, à Berne. Et puis, vous savez, les services français de contre-espionnage, ils ont des appareils pour voir d'où viennent, s'il y en a, des ondes louches, des ondes suspectes d'écoute. Et il y a une rue, la Sulganekstrasse, un peu plus loin, il y a l'ambassade américaine. Et les services secrets français disent qu'en orientant tout à coup du côté de l'ambassade américaine, ils n'avaient jamais vu leurs appareils d'écoute aussi affolés. Il y a un autre point qui est intéressant, Darius, c'est que la Suisse a habituellement une pratique assez libérale sur ces questions d'espionnage. En gros, si la Suisse n'est pas visée, elle ne va pas trop réagir. Pourquoi là, tout d'un coup, Ignacio Cassis en parle, le chef de la diplomatie? C'est pas très secret tout ça. Bon, il y a effectivement, ça c'était la grande tradition suisse, assez peu interventionniste, c'est de l'histoire en partie. Derrière ce studio, 2 rues plus loin, il y a la rue des Maraîchers où Lénine vivait, l'Okhrana russe le surveillait, tout ça, les Suisses le savaient, mais laissaient faire en disant, voilà, ça ne nous concerne pas si directement. L'esprit du temps a changé, il y a eu le scandale de la NSA que je mentionnais, il y a tout le scandale de l'influence supposée des Russes dans l'élection américaine, donc tout ça crée un terreau un peu différent. Mais c'est en grande partie un faux débat. En fait, dans ces grandes puissances qui sont actives ici, il y a une très grande porosité. Quand vous parlez aux hauts diplomates américains, souvent eux-mêmes ne savent pas très bien qui est de la CIA dans l'ambassade. Quand ils se retrouvent dans un même dîner à Genève, en général, quand ce sont de très hauts gradés, on les avertit l'un l'autre pour pas qu'il y ait de malentendus. Mais enfin, c'est comme ça. Dernier souvenir, j'avais reçu ici, dans un studio juste à côté, le président de la Douma, là aussi pour vous montrer la porosité dans ces grandes puissances, donc Sergueï Narychkine à l'époque. Et puis, j'étais très étonné de voir que sur des questions assez banales concernant les services, il était très gêné de répondre. Quelques mois plus tard, il a été nommé patron des services de renseignement extérieur de la Russie. On correspondait jusqu'à récemment, maintenant il ne répond plus du tout à mes mails. D'accord. Restez avec nous, Darius, si vous avez d'autres anecdotes, évidemment, vous nous faites part de vos réflexions. Yann, vous écrivez des livres pour enfants, je le disais tout à l'heure, là on tient un bon scénario ou... Tout ça est quand même très littéraire, très cinématographique, et en même temps c'est toujours les Russes, ça nous rappelle la guerre froide. C'est toujours les Russes, comme le disait Darius, les Américains aussi, et puis les Français aussi. Mais aujourd'hui on parle quand même plus de l'espionnage russe. Et puis probablement les Suisses aussi font des choses comme ça dans les pays où ils ont des ambassades. Tout le monde fait ça. Là où c'est plus choquant habituellement, c'est notamment quand c'est de l'espionnage entre alliés. C'est pour ça qu'effectivement les Français sont très fâchés. Ou je me souviens qu'Angela Merkel était très fâchée du temps d'Obama quand elle s'était rendue compte qu'elle était très écoutée par les Américains. Que les Russes le fassent, ça n'est pas extrêmement surprenant. Juste un exemple. Récemment, la Grèce a expulsé 2 diplomates russes. Pourtant, habituellement, Athènes et Moscou ont plutôt de bonnes relations. Tsipras s'entendait plutôt bien avec Poutine. Mais il se trouve que là, les Russes étaient en train de semer de l'affaire macédonienne. Ça embête les Grecs. On a expulsé les diplomates russes. Bon, ça se fait quand même tout le temps. Darius ?
Oui, je crois quand même que chez les Russes, il y a une dimension très actuelle. Ça m'est arrivé de discuter avec des officiels de l'ex-KGB, FSB, etc. Et ils vous disent clairement, ils sont très conscients de ne plus être une très grande puissance économique. Ils savent que militairement, la course aux armements est compliquée, mais cette espèce d'intelligence artificielle, notamment la puissance des hackers russes, etc., même si avec le sourire, ils vous disent non, c'est pas nous, il y a une certaine fierté d'être une grande puissance du renseignement. Et ça, en plus, dans un régime où il y a beaucoup de policiers, Vladimir Poutine le premier, ancien policier, voilà, ça donne une certaine couleur à ce régime où il y a une certaine fierté d'être une grande puissance du renseignement. Parce que là, quand on imagine espions, on imagine ou James Bond ou des barbouzes, etc. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, les espions sont aussi derrière des écrans, des claviers. C'est au niveau du cybermonde que ça peut nous inquiéter plus. Et est-ce que là, on sait un peu ce qui se passe ? Et est-ce que ça peut nous inquiéter plus ? Qui coexistent. Il y a le sujet des entreprises russes, comme on l'a vu lors des élections américaines, mais on l'a vu aussi pendant le référendum en Catalogne. On a pu le voir aussi, un certain interventionnisme sur des histoires comme celle du Brexit. Il y a cette volonté de surfer un peu sur les tensions, les divisions européennes pour essayer de rehausser leur puissance en accentuant ou en jetant du sel sur les plaies des autres. Et puis à côté de ça, il y a l'intelligence économique. Parce que la Suisse, elle est intéressante pour toutes les histoires qu'on a expliquées avec la concentration d'institutions internationales, mais il y a aussi toute l'intelligence justement économique. Et la Suisse, elle a quand même besoin de convaincre les gens qui, pour le coup, vivent chez elle, que peut-être ils seront un minimum protégés, ou en tout cas que ça n'est pas trop voyant sur leurs intérêts privés, parce que je pense que c'est de ça aussi dont il s'agit. Darius, je vous laisserai conclure rapidement par rapport à ce qu'on disait, ce qu'on essaie de développer là. Allez-y. Alors, il y a les intérêts des puissances, il y a aussi une petite dimension idéologique, et ça rejoint un peu le débat que vous aviez tout à l'heure sur la poussée nationaliste en Europe. Chez les Russes, dans les services russes, il n'y a pas seulement, il y a l'intérêt national, bien sûr, ça domine, il y a aussi un peu d'idéologie, c'est-à-dire une forme de sympathie avec les nationalistes en Europe, Salvini et compagnie. Il y a une vraie sympathie là, et dans les interventions qu'ils font, que souvent d'ailleurs, à mon avis, on exagère. Enfin, l'effet de ces interventions est souvent surévalué, peut-être y compris par nous, si on fait de l'autocritique journalistique. Mais enfin, chez eux, il y a cette tentative, cette tentation de dire, voilà, on est contre la migration aussi, il y a une forme de sympathie avec des mouvements d'extrême droite européens et les services russes, et ça, c'est un vieux substrat idéologique. Et vous faites bien le lien entre nos thèmes, Darius. Je préciserai pour terminer que c'est l'Américain Kari Joji Fukunaga qui réalisera le prochain James Bond, on l'a appris cette semaine, le 25e. On verra, Darius, s'il inclut des scènes en Suisse, vous nous raconterez. Merci d'avoir été avec nous depuis Genève, on vous attend en plateau dès que vous le souhaitez. Merci. À bientôt, Darius, merci beaucoup, bon week-end. Je vous propose qu'on termine comme toujours cette émission avec notre ami Dilemme. Que retient Dilemme de l'actualité? Que retient-il de l'actualité de la semaine? Il revient, comme nous, sur le sommet européen de Salzbourg et sur les dissensions autour de la question migratoire. On ne passe pas, c'est pour stopper la Hongrie et la Pologne, ordonne le français Emmanuel Macron, et l'allemande Angela Merkel a une barrière face à des migrants. Sur le même thème, l'histoire se répète pour l'Aquarius qui en ce moment même ne trouve pas de port européen pour débarquer 11 migrants à son bord. Vous avez besoin d'aide, demande le passager de ce canot au capitaine du navire humanitaire. Autre thème, en Syrie, les premières élections municipales depuis la révolution de 2011, les premières et les dernières selon cet habitant d'Idlib. Vraiment d'un mot, Yann, on est très en retard, mais est-ce que cette bataille d'Idlib qu'on attend aura lieu ? Poutine et Erdogan ont trouvé une façon de la retarder. Jusqu'au 15 octobre, on est censé avoir la mise en place d'une zone démilitarisée. Mais ça suppose que la Turquie prenne des initiatives extrêmement importantes contre les djihadistes qui sont dans cette zone. Et il n'est pas certain que la Turquie puisse ou convaincre ou contraindre les djihadistes à quitter cette zone et que cette zone donc puisse naître, évitant ainsi la bataille. Et vous attendrez un massacre là-bas ? Si bataille il y a, on aura un massacre, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de combattants au milieu, et Assad, s'il donne l'assaut, sera déterminé à aller jusqu'au bout, oui. On continue avec Dilemme. Le bras de fer commercial se durcit entre Washington et Pékin. Les États-Unis imposent une nouvelle taxe sur les produits chinois. Stop, il vous faut le cachet de la douane, explique le président Trump, prêt à fracasser ce vase Ming. C'était une actualité de la semaine aussi, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous en retenez? La Chine a riposté. Le bras de fer s'accentue?
très rapidement. Elle a riposté, mais la guerre commerciale, vous savez, c'est un peu comme un jeu de poker où vous buvez, ou un jeu, vous faites du mal, mais vous misez sur le fait que l'autre sera ivre plus vite et plus durement que vous-même. Et je pense qu'à ce jeu-là, avec toute la folie qu'on lui prête, malgré tout, Donald Trump est un peu plus fort que ses adversaires en l'état. Merci pour cette image. On termine avec Dilemme. Enfin, les droits des Birmans écrasés. Le revers de la médaille pour la prix Nobel Aung San Suu Kyi, un internaute a écopé de 7 ans de prison mardi pour avoir critiqué sur Facebook l'icône déchue des droits humains. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Kiosque de cette nouvelle saison, la 24e. On est prêt, on vous attend dès la semaine prochaine, vendredi. Merci à vous 4 d'être venus en plateau, d'avoir fait cette rentrée de Kiosque avec nous. Vous nous regardez sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, vous nous écrivez, on vous répond et je vous dis donc à vendredi prochain.